Hello, je suis Victoria et j'ai 24 ans. Chaque semaine, j'embarque mon micro-jeune et je pars à la rencontre de personnes inspirantes pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies, dans un monde où l'on se cherche et où on questionne notre avenir. J'espère qu'écouter le parcours et les conseils de ces personnes qui ont rêvé et osé faire de leur rêve une réalité t'aidera toi aussi à avancer d'un pied plus sûr dans la vie. Alors je t'invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle, pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es, pour t'aider à trouver ton chemin et surtout, à oser. Aujourd'hui, on arrive vraiment à la fin d'un système. On n'a pas d'autre choix si on veut continuer à habiter cette planète. De réviser nos modes de vie, de re-questionner notre rapport à la réussite personnelle, à ce qu'est le bonheur. Enfin voilà, arrêter de croire que c'est la consommation qui fait notre bonheur. Je me suis dit, je plaque tout et je deviens activiste. Là, je peux plus attendre. Il y a des choses éminemment puissantes pour insuffler le changement. Parmi ces choses-là, il y a les nouveaux récits qui interrogent notre réalité. Cette réalité que l'on mesure avec un PIB. Alors pendant longtemps, on a cru en ce récit qui corrèle le PIB, la longévité et la santé. Mais depuis plusieurs années, ça se décroche, ça déraille, ça ne marche plus, ou alors ça n'a jamais franchement marché. Aujourd'hui, il y a une nécessité à rabattre les cartes, à les mélanger et à les trier. On peut aussi choisir de changer de jeu, tout simplement, tant que l'on réinvente les véritables indicateurs économiques qui nous permettent de continuer. Magali Payen fait naître ces nouveaux indicateurs. Elle a trouvé dans l'éco-anxiété une force immense pour produire des films, lancer des campagnes de sensibilisation, propager la joie et incarner physiquement un monde désirable. On le dit, on le sait, et elle le fait. Il est indispensable de prendre soin de soi pour prendre soin du monde. Et dans le sens inverse, ça ne marche pas, ou moins, parce qu'on finit par se cramer en route. Avec Magali, dans cet épisode, on parle d'éco-anxiété, d'action et de nouveaux imaginaires. J'espère que cette écoute te donnera l'élan pour faire de toi une priorité. Bon, on y est, punaise, depuis le temps. Ça fait un moment qu'on prévoit cette interview, je suis contente. Moi aussi. Je suis très heureuse de te tendre. Donc ce n'est pas mon micro jeune, pour une fois. C'est un micro qu'on nous prête. On est à Change Now, à Paris, au studio d'enregistrement de podcast qu'ils ont mis en place. Je suis très heureuse de faire ta rencontre. Ça fait un petit moment qu'on échange et j'ai tout plein de questions à te poser. Donc merci d'être là. Merci à toi. Magali, tu diriges plusieurs projets en lien avec l'environnement. On te connaît surtout derrière le fameux mouvement On est prêt que tu as lancé il y a plusieurs années. Tu as aussi créé Imagine 2050, un mouvement à travers lequel tu proposes de nouveaux imaginaires via des conférences, des productions audiovisuelles. Donc aujourd'hui, le fil rouge de ton activité, c'est d'une part d'informer et de sensibiliser sur les grandes questions environnementales, avec notamment On est prêt. Et d'autre part, de présenter de nouveaux récits par le biais de films, de documentaires que tu produis. Magali, comme à chacun de mes invités, j'aimerais qu'on revienne pour commencer à ton enfance, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait ton identité et finalement comment tu en es venue à défendre cette cause-là. Est-ce que tu peux nous parler de la petite fille que tu étais ? La petite Magali, elle est très joyeuse. Elle a une relation très fusionnelle avec sa maman. Et elle adore qu'on lui raconte des histoires. Donc tous les soirs, elle a son histoire de sa maman qui lui lit des livres ou de son papa qui invente des histoires d'ogres et de monstres qu'elle adore. Et la petite Magali, elle est fille unique. Elle est fille unique et du coup, elle a une relation très forte avec tout ce qui est autour d'elle. Donc elle est un peu animiste, quoi. Elle a l'impression que tout est animé. Ok. Et puis, elle est entourée de petites fées, de sorcières, enfin voilà, de tout un monde magique comme ça. Et la petite Magali, elle a des parents très différents l'un de l'autre. Elle a une maman qui est d'une sérénité, d'une joie immuable, qui est prof à la maternelle. Alors elle a de la chance parce qu'elle peut passer ses journées aussi avec sa maman qui est prof, tu vois. En tout cas, elle est pas loin. Et puis elle est prof de yoga, sa maman aussi. Et sa mère... Elle lui fait découvrir les larves de coccinelle, les têtards, tout ce qu'il y a de vivant comme ça. C'est vraiment fascinant, tu vois. C'est un monde magique infini. Et son papa, il est vraiment très drôle.
Son papa, il a un petit côté très théâtral. Et puis, il y a des bouquins partout à la maison. Son papa est libraire. Et puis, il y a des adultes assez fantasques autour d'elle. Notamment une certaine Françoise d'Aubonne, qu'on déterre bien aujourd'hui parce que c'est une grande penseuse, une grande activiste qui a notamment élaboré toute la théorie écoféministe. Oui. Et elle est souvent à la maison parce qu'elle est très très proche de Marc, le papa de Magali. Ok. Donc elle fait partie des personnages de l'enfance de Magali, comme ça. De ton papa, tu as surtout gardé la passion pour les livres. Là, on a notamment une bibliothèque à côté de nous. Tu m'as dit, je vais vite y jeter un œil. Et ta maman, peut-être le yoga. On sent en toi un apaisement. Ça transpire quand on te voit. On sent que tu es axé, centré, et tu dégages un petit peu cette philosophie yogi. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu as grandi finalement le yoga grâce à ta maman ? Ouais, c'était vraiment très agréable en fait ces 5 premières années de ma vie parce que justement j'avais un environnement très joyeux, une mère très ancrée, très sereine, donc il y avait de la détente, il y avait beaucoup d'humour. Et oui, je me souviens qu'elle donnait des cours de yoga à la maison. Puis moi, j'écoutais à côté, j'étais toute petite comme ça, et puis je restais sage, et puis du coup, je rentrais dans cette ambiance, et puis elle me faisait plein de massages aussi. Du coup, je suis devenue archi-tactile. C'était très sensoriel, j'adorais ça. Moi, j'aimerais comprendre d'où te vient cet engagement pour l'écologie, parce que tu as fait des études de commerce, des études quand même assez prestigieuses. Tu as fait ESCP et HEC. Puis après, tu t'es orienté vers le cinéma. Donc ton mémoire de fin d'études, il est consacré au cinéma d'engagement, principalement. Et déjà, tu voulais contribuer aux questions environnementales par l'art et les imaginaires. Donc qu'est-ce qui t'a poussé finalement du commerce vers le cinéma ? Alors, je me suis retrouvée en école de commerce, mais j'ai jamais voulu faire de commerce. Je me suis retrouvée là parce que j'avais fait des tests quand j'étais en première de QI personnalité, là. Puis il m'avait dit, fais Sciences Po ou ça. Enfin non, d'abord il m'avait dit fais de l'humanitaire et je me suis dit ah non, sacrificiel, jamais de la vie. Donc voilà, donc j'ai le choix entre Sciences Po et ça. Et en fait j'adorais les maths, j'avais une énorme passion pour les maths. Donc c'est pour ça qu'en fait j'ai fait des études de commerce plus un esprit entrepreneurial très développé. Donc c'était vraiment pour ces 2 raisons-là que je me suis retrouvée en école de commerce. Et c'est vrai que j'ai quand même beaucoup d'idées que j'aime concrétiser. Donc on peut dire que ça m'a aidée dans ce sens-là. Ça m'a décomplexée dans le passage à l'action et dans le fait que je pouvais faire les choses moi-même. Donc, je dirais que c'est un peu la seule vertu du truc. Enfin, voilà, j'ai pas pris plus de plaisir que ça à faire ces études-là. En parallèle, je faisais aussi des études de psycho. Donc, on peut pas dire, tu vois, que j'ai fait des études de commerce. Et alors même que j'étais en prépa, je savais déjà que je voulais être productrice de cinéma. Comment le cinéma est arrivé dans ta vie ? Parce que tes parents, pour le coup, n'étaient pas dans ce milieu-là. Pas du tout, du tout. Donc tout le monde me disait laisse tomber, t'es pas une fille d'eux, tu viens pas de là, donc tu y arriveras jamais. Donc ça m'a encore plus énervée, donc j'ai encore plus eu envie de le faire. Voilà, c'est ça. Vous allez voir, je vais y arriver. Ouais. Oui, j'ai ce petit esprit persévérant, têtu comme dirait ma mère. Donc le cinéma, ça m'est venu en prépa, je crois. Je sais pas dans quel ordre se sont fait les choses parce que je crois que ça a commencé avec une lecture dans Libé. C'était un portrait de Charlie Kaufman, le réalisateur de John Malkovich, dans la peau de John Malkovich. Et là, je me suis dit, mais ça doit être génial d'avoir le rôle de producteur. Alors, je sais plus comment il parlait du producteur là-dedans. Et la personne qui m'avait fait lire cet article, tu vois, je réfléchis parce que après, c'est devenu mon petit copain. Mais je crois que j'étais pas encore amoureuse de lui à l'époque. Et lui est devenu réalisateur et je me suis mise à le produire. Mais je pourrais pas dire que ça a été par amour au début. Par amour... de lui. Voilà. Mais en tout cas, il y a une forme d'évidence et peut-être une continuité avec tout cet univers de l'imaginaire que j'avais vécu dans mon enfance avec un papa très théâtral. Ouais. Mais qu'est-ce qui te fascinait dans l'idée de faire du cinéma ? Est-ce que déjà c'était le fait d'embarquer des gens vers de nouveaux imaginaires, vers un espèce d'échappatoire de la société pour faire réfléchir sur différents sujets ? Quand j'étais petite... Je t'ai dit que j'avais une enfance très heureuse jusqu'à mes 5 ans. Parce que quand j'ai eu 5 ans, mon papa est tombé très malade. Il a failli mourir, il est devenu handicapé, tout ça. Bon. Mais en tout cas, à partir de ce moment-là, j'avais plus mes parents pour me raconter des histoires.
Et donc il fallait t'en inventer. Voilà. Donc je me suis un peu vengée en apprenant à lire et puis voilà, en me plongeant dans cet univers par moi-même. Ça me révèle à quel point j'étais déjà addict aux imaginaires, à quel point ils étaient vraiment au centre de ma vie, certainement aussi parce que j'étais fille unique, hein, tu vois. Et en grandissant, je sais pas d'où ça me venait, mais j'avais l'intuition très profonde que le cinéma avait un pouvoir phénoménal sur la société et qu'il n'était pas que le miroir passif de la société, mais qu'il y avait vraiment un dialogue entre les deux. Et je me souviens encore, je crois que j'avais 18 ans, c'était mon premier stage dans une boîte de cinéma. Je parlais avec le producteur, David Poirot, qui est devenu un ami ensuite, et j'avais ce livre Histoire et cinéma de Marc Ferrero, où il parlait justement de l'impact du cinéma dans le passé. Et je lui disais, mais tu vois là, ce que l'Allemagne nazie en a fait d'horrible, mais on pourrait justement l'utiliser pour faire des choses fabuleuses. Et donc j'avais cette intuition-là, et c'est ensuite, lors d'un deuxième stage que j'ai eu la chance de faire avec Nicolas Jourdier et Christian de Boisredon, pour faire un film sur la vie du professeur Younous, le fondateur du microcrédit, que là, j'ai découvert la production à impact, parce que c'était au même moment que Participant Media aux États-Unis s'était créé, et ils voulaient faire le même film sur Younous. Donc là, j'ai pu mettre des mots, si tu veux. Mais vouloir faire du cinéma et présenter de nouveaux imaginaires, ça traduit peut-être aussi, au fond, une certaine fuite de la société telle qu'elle est, ou en tout cas un refus de l'immobilisme et de vouloir la changer. Donc, autour de tes 20 ans, est-ce que déjà, tu comprenais que le système actuel avait certains bugs face auxquels tu voulais contribuer ? Oui. Donc, tu vois, déjà. J'ai fait mon mémoire d'études sur le cinéma d'engagement. J'avais 21, 22 ans. Et donc, à l'époque, je m'intéressais vraiment à cette dynamique de l'action. L'action, après avoir vu une œuvre d'art, donc comment l'émotion nous met en mouvement, sur le modèle de Participant Media, justement, qui ont produit Une vérité qui dérange d'Al Gore. Il y avait tout un pack d'action à la fin du film pour agir à son niveau. C'était vraiment les tout débuts, hein. C'était pas très bien fait à l'époque, mais c'était déjà génial comme idée. Et donc, je me suis mis à avoir une obsession comme ça pour ces films qui avaient changé les choses. Donc, à l'époque, tu vois, j'avais du mal à trouver des bons exemples. Il y avait Blood Diamond avec DiCaprio sur le trafic des diamants, les diamants de sang. Et puis, il y avait cette histoire aussi de film qui s'appelait... non, c'était un téléfilm sorti quand Ronald Reagan était président, qui s'appelait Le jour d'après, et qui aurait désamorcé en fait le conflit nucléaire. Parce que ce téléfilm, paraîtrait-il, aurait été diffusé donc à Ronald Reagan et montrait l'Amérique après la bombe nucléaire. Et quand ils ont sorti ce film, il y avait tout un pack de débats à la maison, dans les foyers, et ça a été d'une telle force. Ça a tellement sidéré les spectateurs que la légende dit que c'est à ce moment-là que Reagan aurait pris conscience de la gravité de la menace. J'ai vu des documentaires, donc Une vérité qui dérange et La 11e heure, sur la mort des océans. Et c'est vraiment grâce à ces deux documentaires-là que j'ai ouvert les yeux sur la catastrophe et que ça a pris de plus en plus de place et que ça m'a interrogée en permanence sur ma place à moi dans le monde. Ouais. Et donc, en 2018, tu as compris qu'on arrivait finalement à la fin d'un système de société et qu'il y avait urgence à aller vers un nouveau monde. Donc, tu t'es lancé corps et âme dans l'activisme en lançant notamment On est prêt, avec la fameuse campagne L'affaire du siècle. Aujourd'hui, on sait ce qui se passe, on sait ce qu'il faut faire, comment le faire, mais on a du mal à passer à l'action. Pourquoi ? C'est marrant parce que tu dis que j'ai pris conscience de tout ça en 2018, mais moi-même, j'ai eu du mal à passer à l'action puisque j'ai pris conscience en 2006 à peu près et j'ai lancé ça en 2018. Donc, je te laisse calculer, il m'a fallu 12 ans. Oui. Pourquoi ? Il s'est passé quoi dans ces 12 ans ? 12 ans, quand même. C'est très long. Ouais. C'est la fameuse courbe du deuil, où peut-être au début, t'étais dans le déni, après la tristesse, l'immobilisme. Non, j'ai pas eu de déni. Il y a eu des insomnies. Il y a eu beaucoup d'émotions. Je trépignais de ne pas pouvoir agir. Ouais, je pense que le plus difficile pour moi, c'est quand je
je sais qu'il se passe quelque chose et que je me sens bloquée. Et il m'a fallu un petit moment. Au départ, je me disais que je pouvais rien faire. Et puis à l'époque, tu vois, il y avait pas beaucoup de gens qui s'intéressaient à l'écologie. Tu vois, il y avait pas beaucoup de personnes qui avaient tracé une voie. Donc j'essayais de faire bouger les choses en interne chez Canal+. J'organisais des conférences. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça devenait intenable. Donc j'ai décidé de démissionner en 2016 de chez Canal+. Ouais. Donc j'ai moi-même bifurqué. Et à l'époque, je me suis dit, je plaque tout et je deviens activiste. Là, ça ne peut trop plus. grave. Ouais, je peux plus attendre. Et il m'a fallu quand même, tu vois, quasiment 2 ans pour sortir de terre cet écosystème là que j'avais en tête depuis des années. Ça s'est pas fait en un claquement de doigts. Et comment tu as fait transiter ta vie vers cet engagement? Parce que ça peut être vertigineux quand on commence à être dans les rails, qu'on gagne sa vie aussi financièrement, qu'on avance en âge dans la vie des grands et que tu te dis, ok, là je plaque tout. Et en fait, il y a une urgence qui est celle de l'écologie. Il faut réveiller tout le monde. Je m'y mets corps et âme, mais je sais pas vraiment via quel projet. Ouais. Je sais pas comment y gagner ma vie avec. Comment tu te sentais face à tout ça? Je pense que j'ai pas une grande aversion au risque. J'agis quoi. Enfin, je sais pas comment dire ça. Quand je sens que je dois faire un truc, je le fais. J'ai besoin de le faire et je m'embarrasse pas des détails. Et pour moi, ces histoires de salaire et tout, ça pouvait être des détails. Je crois que je touchais un chômage, donc j'avais ce confort, cet énorme confort d'être subventionnée par l'État pour réfléchir au projet. Et après, moi, l'argent, ça a jamais été une grande valeur. Tu vois, ça a plutôt été un moyen, voilà, pour faire ce que j'avais à faire, mais c'est le sens qui compte. Et pour répondre à ta question, je me suis lancée comment? Ça a été en discutant avec des personnes, tu vois. Mon idée de départ, c'était de commencer par le digital, parce que ça n'avait jamais été fait, que je me disais que c'est ce qui pouvait vraiment être le plus efficace. Donc, je suis allée voir des influenceurs qui traitaient de ces sujets-là pour leur parler de mon idée d'écosystème, là. Et ça a pris plusieurs mois, tu vois, à les approcher. On se connaissait pas tous. Prendre le temps d'élaborer le truc dans ma tête. Fallait les contacts aussi. Ouais, j'en avais certains de Canal+. Il y en a beaucoup que Vanessa Brias m'a donné. Vanessa Brias, j'avais eu la chance de la rencontrer chez Canal quand on avait absorbé Studio Bagel. Et Vanessa Brias, c'est un peu the godmother, tu vois, de l'Internet en France. Et donc, elle m'avait présenté beaucoup de personnes que je connaissais pas. Et je connaissais pas du tout le monde des ONG aussi. Donc, quand je suis arrivée, t'as tout appris. Et la première campagne, on est prêt. Donc, on s'est vu en juin avec les influenceurs. Il y en avait une petite quinzaine à la maison, là. Et c'est vraiment en juin qu'on s'est dit qu'on lançait cette campagne-là. Et c'est grâce à Laurie Deboeuf de La Relève et la Peste que j'ai rencontré Valérie Cabanès et Marie Toussaint, les cofondatrices de Notre Affaire à tous, qui ont été les premières à me parler des droits de la nature. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, il faut construire la campagne autour de leurs idées. Marie Toussaint, elle avait cette idée de procès contre l'État depuis 3 ans, depuis que les Pays-Bas l'avaient fait et que ça avait cartonné. Et quand elle a vu que je montais cette campagne avec tous ces influenceurs, là, des dizaines d'influenceurs avec une énorme force de frappe, elle s'est dit, c'est le moment, là. Donc, elle est allée chercher 3 ONG pour monter tout le procès contre l'État. Donc, elles étaient 4 assos à porter la partie procès. Et nous, avec On est prêt, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mobilisé en soutien via cette pétition qui a fait 2,3 millions de signatures. Ça a été énorme. Et au-delà de cette mobilisation, donc je le disais en introduction, tu as aussi à cœur de présenter de nouveaux récits. Et pour toi, l'objectif à travers ces nouveaux récits, c'est pas simplement de rendre la société désirable, mais la sobriété désirable. Oui, alors, je préférerais ne pas avoir à démontrer en quoi la sobriété peut être désirable. En fait, ça devrait suffire d'expliquer aux gens que c'est ça ou rien. Que aujourd'hui, on arrive vraiment à la fin d'un système et que on n'a pas d'autre choix si on veut continuer à habiter cette planète, de réviser nos modes de vie, de re-questionner notre rapport à la réussite personnelle, à ce qu'est le bonheur, enfin voilà, arrêter de croire que c'est la consommation qui fait notre bonheur. Et puis, il y a aussi quelque chose qui peut être assez bourgeois derrière ce concept de sobriété, parce que pour d'autres personnes, c'est tout simplement de la misère.
Donc, je pense qu'il faut manier ces termes avec délicatesse aussi et savoir de qui on parle quand on parle de ça. Pour tout ça, je m'appuie beaucoup sur la théorie du donut de Kate Raworth qui prend en compte aussi bien les 9 frontières planétaires que le plancher social nécessaire pour vivre dignement. Et l'enjeu, c'est effectivement d'imaginer un nouveau monde pour le créer dès aujourd'hui, comme je dis souvent, à l'intérieur de ces paramètres évidents. C'est quoi, à quoi ressemble une société où la sobriété serait désirable ? Moi, dans mes rêves, c'est une société qui est beaucoup plus relocalisée, qui est beaucoup moins internationalisée. C'est une société du soin de tout, hein, du soin et des liens, des liens à soi-même, à l'autre, à la nature, revisiter son attitude vis-à-vis de tout ce qui existe et arrêter de se dire que c'est normal de dominer, que c'est souhaitable de dominer. Donc il y a quelque chose de très écoféministe derrière tout ça. Et c'est vraiment aussi une société où on revient dans une qualité d'être. De présence. Ouais, plutôt que de paraître, de faire ou avoir. Où on revisite notre relation au sauvage. Et ça nécessite aussi de passer par la peur, d'aller interroger nos peurs, de gagner en courage. De quoi est-ce que tu as peur, toi ? De quoi est-ce que j'ai peur ? Là, j'ai peur de 2027. Je pense que c'est ma première peur. Ouais. J'ai peur aussi qu'on ne soit pas suffisamment préparé pour les catastrophes à venir et qu'on n'ait pas encore pris le pli de l'entraide. J'ai peur que la peur gagne dans ces moments-là. Et nous paralyse. Plus que nous paralyse, qu'elle nous transforme en ennemis au lieu de nous transformer en alliés. Et au sujet de l'éco-anxiété, donc je vais faire la transition, elle est assez naturellement faite. Vous venez de lancer une campagne sur On est prêt au sujet de l'éco-anxiété. Tu as été sujette à l'éco-anxiété, tu l'es certainement encore aujourd'hui. Comment tu as transformé finalement l'action en une force pour dompter cette éco-anxiété ? Ouais. Tout ça est lié, hein. Tu vois, on est des êtres humains, donc c'est normal de ressentir de la peur quand il y a une menace. Il n'y a rien de plus sain, en fait, que de ressentir de la peur quand tu es menacé. Et c'est ce qui te permet d'agir de manière adéquate, à condition que la peur ne te paralyse pas ou ne te rende pas manipulable. Donc je pense vraiment qu'il faut revisiter ce concept de la peur et arrêter de le connoter aussi péjorativement, parce qu'elle peut être notre meilleure conseillère. Là, il faudrait qu'on soit en capacité de l'écouter. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose de pas sage dans le fait d'essayer de la mettre sous le tapis ou de se dire que la peur, c'est quelque chose qui est... Voilà, c'est ça, une espèce de psychologie positive à 2 balles. À la fois l'écouter et à la fois être en capacité de la réguler, parce que, comme je le disais, elle peut nous paralyser ou nous rendre manipulables, et ça, c'est quand même super important. Et c'est dangereux aussi. Oui, tu vois de quoi je parle. Oui. Voilà. On peut dire que c'est l'éco-anxiété qui m'a poussée à construire ce que j'ai fait, qui m'a mis sur le chemin de l'action. Et en ça, je remercie mon éco-anxiété. Et c'est un terme qui porte vraiment mal son nom, je trouve, parce que l'anxiété en psychologie, c'est une anxiété qui n'a pas de cause. Alors que ici, la cause, elle est vraiment plus que réelle. Elle est ici, elle est partout. On devrait plutôt appeler ça de l'éco-lucidité ou de l'éco-conscience, parce que en réalité, c'est un mélange de courage à regarder la situation en face et de conscience. Et à ne pas se mentir en accueillant aussi ses émotions. Donc il y a tout un sujet autour de la reconnexion à soi, à ses ressentis. Est-ce que tu crois que la philosophie et l'aspect beaucoup plus spirituel aussi de cette question peuvent aider à transformer cette éco-anxiété ? Oui. C'est direct. Oui, ça peut aider. Oui. Tu vois, là, en t'écoutant parler, je me disais, en fait, il y a une forme de maturité à avoir vis-à-vis de ses émotions, vis-à-vis de ce qui se passe en soi. Et le rapport à la finitude, c'est la même chose. Ouais.
adulte, ça veut dire ad ultima, c'est celui qui va vers sa fin. Et donc, c'est la personne qui a travaillé son rapport à la mort et à la finitude. Et aujourd'hui, tu vois le clivage dans la société entre, d'un côté, les transhumanistes et ceux qui ne jurent que par l'intelligence artificielle, et ceux qui acceptent la mort, qui acceptent les cycles de la vie et qui acceptent de ne plus se croire maître et possesseur de la nature. Donc il y a vraiment ce clivage philosophique qui m'interroge, et on est dans une bataille culturelle à ce niveau-là, et moi je suis clairement du côté de ceux qui cherchent à travailler leur rapport à la finitude et à la mort. Bien sûr, et retrouver aussi notre côté vulnérable. Et oui, la vulnérabilité est une force, n'est-ce pas, Victoria? Oui, absolument. Qu'est-ce qui, toi, t'apaise aujourd'hui au quotidien? Ce qui m'apaise aujourd'hui, rigoler, c'est une de mes activités préférées. Bon. Ça, c'est ton papa voilà. qui te l'a transmis. Oui, merci papa, de faire des blagues, voilà, j'adore. Bon, bref, passons. Non, mais là, en ce moment, tu vois, j'habite dans la Drôme, et il y a une densité de naturalistes au mètre carré qui me ravit, c'est-à-dire que j'adore passer du temps dans la nature avec eux, et de les écouter, me raconter, en fait, décoder ce qui se passe autour de moi, ça me fait un bien dingue. Et tu as longtemps vécu à Paris. En quoi c'était important, voire peut-être vital pour toi de finalement quitter la grande ville pour te reconnecter physiquement à la nature? C'est physique, quoi. C'est physiologique. J'adore marcher. Et puis là, tu vois, quand je pars, ça me manque. La nature, elle est tellement sauvage où je suis là. Enfin, il y a quelque chose de viscéral. Est-ce que tu ressentais ce manque de la nature quand tu vivais à Paris? Ou est-ce que tu étais tellement dans le feu de l'action et le fait de rencontrer beaucoup de monde, de sentir que tu avais de l'impact, que cette déconnexion, tu la ressentais moins, ou en tout cas tu la mettais en sourdine? Je crois que je suis tombée amoureuse de la montagne quand j'avais 20 ans. Et à partir de ce moment-là, dès que j'avais des vacances, je les passais à la montagne. Et pour autant, Paris me nourrissait beaucoup. Tu vois, cette hyperstimulation humaine, culturelle, c'est encore quelque chose dont j'ai besoin. Mais je trouve que toute la difficulté, elle est là-dedans aussi, c'est que beaucoup de choses se passent à Paris. À Paris, ça va plus vite, les gens sont là, etc. Et en même temps, on a vite fait de s'éloigner de soi-même parce qu'on perd plus facilement cet alignement quand on est loin de la nature. Comment est-ce que toi, tu trouves cet équilibre entre, oui, je suis à Paris et je fais grandir quand même mes projets de sorte à ce que ça aille vite parce que la cause est vertigineuse et qu'elle est urgente, et en même temps, j'ai besoin de cette nature au quotidien. Est-ce que t'as pas, on en parlait avant d'enregistrer, mais parfois cette fear of missing out, de dire je suis pas à cet événement, ça pourrait aller plus vite si j'y étais, si j'y habitais. Là où je suis en ce moment, ça me nourrit énormément, à la fois par cet aspect très sauvage, et puis il y a quand même des personnes, mais génialissimes sur le territoire aussi, qui sont dans l'action. Et oui, j'ai ce besoin d'aller-retour, de faire des allers-retours entre me déposer en moi-même et être dans le bouillonnement du monde. Et je pourrais pas vivre clivée. Donc j'ai ce besoin régulièrement de faire ma part en étant là. Là-bas ou ici. Ouais. Et question un peu plus personnelle, comment toi, est-ce qu'au quotidien, tu arrives à rester aligné? On parlait du yoga au tout début. Est-ce que tu pratiques du yoga tous les jours? Est-ce que tu médites? Je sais que tu aimes beaucoup la lecture. Est-ce que tu as des petites astuces comme ça qui peuvent peut-être aider celles et ceux qui nous écoutent à mettre au quotidien en place? Si seulement j'étais alignée au quotidien, Victoria. Tu ne l'es pas? Non. Non, je travaille beaucoup et je travaille souvent trop. Et donc mon enjeu, c'est de travailler moins. Déjà, si je travaillais moins, ça me permettrait d'être beaucoup plus alignée. Mais là, en ce moment, 1 ou 2 fois par jour, je fais mon petit tour là dans la forêt sauvage autour de chez moi avec mes chats. J'adore promener mes chats, c'est des chats chiens. Donc pas de laisse et tout, et ils me suivent. Le paradoxe aussi dans le fond, c'est que il faut ralentir, et on veut tous, dans cette sphère un peu écologique, prôner le moins mais mieux, la sobriété, ralentir, et donc dans nos modes de vie aussi. Et pour autant, on a envie que ça aille vite, et donc on a du mal nous-mêmes à ralentir nos modes de vie. Donc je trouve que c'est très compliqué d'être parfaitement cohérent. Moi, la première, tu vois, j'enchaîne plein de projets, je suis toujours un peu sur le feu de l'action, et à la fois je dis aux gens, mais ralentissez dans vos vies.
Bah, t'es pas la première à souligner ce paradoxe que j'ai et que beaucoup d'écolos ont. Et ça, je pense que c'est en lien avec mon éco-anxiété, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas calmé. Aujourd'hui, on a l'impression de ne pas être encore suffisamment nombreux pour faire bouger tout ce qu'il y a à faire bouger. Et je pense que s'il y avait plus de gens qui rejoignaient les rangs, ça nous permettrait de mieux répartir l'énergie. Ouais. D'où l'importance de mener des campagnes massives comme celle que tu lances avec On est prêt. Ouais. Pas toute seule, avec toute une équipe incroyable. Donc là, vous venez de lancer notamment une campagne qui s'appelle Tu flippes sur l'éco-anxiété. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui. Alors cette campagne Tu flippes, prendre soin de soi pour prendre soin du monde, ça fait très longtemps que je veux la lancer. Et en fait, elle a 2 publics. Ouais. Elle a pour premier public cette grande majorité des Français qui flippent. 75% des Français se disent éprouver de l'anxiété liée à l'environnement. Donc, elle a cette première cible des Français qui flippent mais qui ne savent pas comment agir. Et donc, l'objectif, c'est de dire à toutes ces personnes que c'est normal de flipper, que leur peur est une bonne conseillère et de leur proposer des moyens pour passer à l'action. Donc, on a mis en place une plateforme pour passer à l'action. Et la deuxième cible, ce sont toutes les personnes qui sont déjà ou dans l'action ou dans une conscience si aiguë que ça les déborde et qui en deviennent paralysées. Et pour ces personnes-là, il y a urgence à prendre soin d'elles. Oui. Et c'est important pour nous d'ouvrir cet espace du lien entre l'émotion et l'action, parce que si on ne prend pas soin des émotions, ça peut nous empêcher d'agir, soit parce qu'on est dans le blocage, le déni, la sidération, etc. Or, aujourd'hui, on a besoin qu'un maximum de personnes agissent dans son plein potentiel. Ça rejoint l'écologie intérieure. Je sais que Satish Kumar en parle beaucoup, mais finalement, c'est prendre soin de soi pour prendre soin du monde. Donc, je mettrai tous les liens de la campagne dans la description du podcast. J'invite tous celles et ceux qui nous écoutent à aller regarder tout ça. Est-ce que toi, ce lien direct entre l'écologie intérieure et l'écologie plus générale, tu l'as directement fait ou pas ? Avant de lancer On est prêt, j'ai quand même passé 4 mois en Inde. Ouais. Plongée dans la spiritualité, le monde de la méditation et tout. Ouais. Bah, je t'ai raconté tout à l'heure, ma mère m'a élevée justement dans cette tradition du yoga. Donc, j'ai toujours eu cette éducation, prendre soin de soi en étant ouverte sur le monde. Oui. Et donc, les deux se font simultanément. C'est vraiment la tradition du méditant militant. Et j'essaye de cultiver ça. Et ce lien-là, je trouve qu'il n'est pas assez généralisé dans l'écologie. Méditant, écologie. Bah, c'est sûr que si on se crame, c'est dommage pour la cause. C'est un marathon et non pas un sprint. Donc c'est important de ménager sa monture. C'est important de le rappeler. Donc merci d'être une de ces voix qui le portent aussi. J'en viens à des questions un peu plus philosophiques. La liberté, Magali, c'est quoi pour toi ? Waouh. La liberté, bah, je dirais, c'est de ne pas être possédé par des objets. Ouais. Je sais pas si c'est parce que j'ai beaucoup déménagé, mais j'évite de posséder. Et mon seul bémol là-dessus, c'est les livres. J'arrive pas à me restreindre en livres. C'est la seule abondance qui soit permise. Sobriété, ok, mais au niveau des livres, c'est bon, on peut se lâcher. Ouais, mais alors quand tu déménages, c'est pas le plus facile, quoi. Ouais. Tu lis combien de livres par semaine ? En ce moment, je lis pas autant que je voudrais, mais quand j'étais petite, tu vois, je pouvais lire, je sais pas, 40, 50 livres en un été, quoi. Est-ce que tu arrives à être attentive à tes lectures ? Bon, là, je pars sur vraiment d'autres sujets, mais c'est vrai que, bon, moi, je constate que j'ai beaucoup plus de mal qu'avant à arriver à lire, parce que mon attention, elle part beaucoup plus facilement. Et j'ai toujours ce truc de, peut-être que j'ai reçu ce message, etc. Et au final, je lis 4 pages et je suis déconcentrée. Ouais, alors... moi, les écrans, là, me saoulent prodigieusement. Et je vois à quel point ça me fait énormément de bien quand je suis avec quelqu'un, que j'ai envie d'être dans l'instant présent et tout, genre de me couper, quoi. De couper mon tel. Et ce que je retrouve dans la lecture, ben, c'est un état de profonde concentration, mais qui fait un bien de dingue, quoi. C'est un état de flow que
que je vis trop rarement désormais. Écoute Magali, on arrive à la fin de cet enregistrement. Je vais te poser la question signature du podcast. Quel conseil tu aimerais partager à celles et ceux qui nous écoutent ? Ok. Le conseil que j'aimerais vous partager, c'est de vous renseigner sur ce qui se passe en termes d'équilibre biologique, géologique. C'est de vous renseigner et de voir ce que ça provoque en vous dans votre rapport au monde. Et ça va certainement vous questionner sur comment vous pouvez agir, comment vous pouvez être dans ce monde tel que vous le percevez différemment. Et c'est d'aller vers ce qui vous rend le plus vivant. Une fois que vous vous êtes posé cette question, que vous avez cette prise de conscience-là, c'est de ne pas faire les choses par peur ou par stratégie, mais c'est de le faire parce que vous sentez que ça vous apporte de la joie. Une petite boussole intérieure qui ne trompe jamais. Donc la conscience et la joie. Toujours la joie, on en a besoin. Merci beaucoup Magali pour tous ces partages, merci pour ton temps. Merci Victoria, merci à tous et toutes. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify, ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvel Oeil. Sur le site internet www.nouveloeil-podcast.com, tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.